Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 3 décembre 2025 et notre cher ami Scott Ritter est avec nous. Bon retour parmi nous, Scott. Welcome back, Scott. Yin messa s'inviter. Please subscribe and hit the like button, helping us. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Let me start with Scott, permettez-moi de commencer par ce qui se passe aux États-Unis avec l'affaire du bombardement d'un bateau. Le premier bombardement, puis le second qui a tué les deux survivants de la première attaque. Pete Hegseth a changé de rhétorique. D'abord, il a dit qu'il n'était pas au courant, puis il a affirmé qu'il ne savait rien du second bombardement. Et voici ce que Rand Paul a déclaré à propos de la position de Pete Hegseth aux côtés de Donald Trump concernant ce bombardement. Il me semble qu'ils essayent de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, pas sur eux-mêmes. Une déclaration très claire a été faite dimanche. Le secrétaire Hitchcock a dit qu'il n'était au courant de rien et que cela n'était pas arrivé, que c'était une fausse information, que cela n'avait pas eu lieu. Et puis le lendemain, depuis le podium de la Maison-Blanche, ils affirment que cela s'est bien produit. Donc soit il nous a menti dimanche, soit il est incompétent et ignorait ce qui s'était passé. Pense-t-on vraiment qu'il soit possible que dimanche, le secrétaire à la Défense n'ait pas su qu'il y avait eu une deuxième frappe? Quel est votre avis sur ce qui se passe avec l'administration Trump et sur la manière dont elle réagit aux médias traditionnels, ainsi qu'aux membres du Parti républicain qui s'inquiètent de ce type d'action du gouvernement américain? Écoutez, ce n'est pas bon pour Donald Trump. Ce n'est pas bon pour Pete Hegseth. Ce n'est pas bon pour l'amiral Frank Bradley. Les trois pourraient être impliqués dans des crimes de guerre. Et je veux simplement rappeler aux gens que ce n'est pas une affaire anodine. Je crois que c'est la loi sur les crimes de guerre de 1996 qui stipule que si vous êtes reconnu coupable d'un crime de guerre, une violation grave des conventions de Genève, la peine est la réclusion à perpétuité ou la mort. Donc, ce n'est pas une plaisanterie. Pete Hegseth pourrait être placé devant un peloton d'exécution et fusillé. Je ne pense pas que cela arrivera, mais c'est possible. L'amiral Bradley pourrait passer le reste de sa vie en prison. Et il le devrait, en fait, s'il a fait cela. Cette administration s'est, vous savez, créé un problème parce qu'il y a, vous savez, le brouillard de la guerre. Et je dois être honnête, lorsqu'on prend des décisions sous stress, sous la contrainte, des erreurs se produisent. Vous savez, ce n'est pas un crime de guerre. Enfin, parfois, cela peut relever de cette catégorie. Mais l'intention, tout se résume clairement à l'intention. C'est un président qui a déclaré vouloir tuer tous les narcoterroristes. Il n'a aucun problème à les tuer. Je les veux morts. Je veux qu'ils soient tués. Tuez-les, tuez-les, tuez-les. Voilà un secrétaire à la guerre. Dès le départ, nous avons un problème. Car voyez-vous, il a cessé d'être un secrétaire à la défense pour devenir un secrétaire à la guerre. Et ce secrétaire à la guerre est apparu devant 800 officiers généraux à Quantico et a expliqué qu'il ne suivait plus les règles d'engagement stupides. Nous sommes une force de combat létale. Plus de gants. Nous tuons, tuons, tuons. Et il semble qu'une directive ait été donnée pour tuer tout le monde à bord de ces navires. Les tuer, afin de faire passer un message. C'est un message politique. Les actes présumés de narcotrafic ne seront pas tolérés. Tuez-les tous. C'est l'ordre qui a été donné. Tuez-les tous. C'est un crime de guerre en soi. Il suffit de consulter l'édition de 2015, SFOR, ou peut-être celle mise à jour en 2017, voire en 2025, qui sait, du manuel du droit de la guerre, publié par le département de la Défense, et il y est clairement indiqué qu'il est interdit de donner un ordre de pas de quartier. C'est un ordre illégal. Ne peut pas être obéi, doit être désobéi. Donc si à un moment donné, le président ou Hegseth disait «
tuez-les tous. La seule réponse serait « Non, monsieur ». Et je rejette cet ordre par écrit, car cet ordre constitue une violation flagrante du droit de la guerre. Je serai passible de poursuites pénales en vertu du Code uniforme de justice militaire. Donc je ne me contente pas de dire non, je le fais par écrit en vous informant formellement qu'il s'agit d'un ordre illégal. Et il n'y a vraiment rien que l'on puisse faire contre cette personne. Car le président ne va pas dire « Oui, je vous ai donné un ordre illégal et je vais vous punir pour ne pas avoir obéi à mon ordre illégal. » Dès le départ, nous avons un problème, parce que Pete Hegseth et Trump ont corrompu l'état d'esprit des professionnels de l'armée. Laisse-moi être clair aujourd'hui, Nima. J'ai été formé pour tuer, d'accord? Et je peux tuer bien mieux que la moitié des gens dans l'armée aujourd'hui, d'accord? J'ai été formé à engager et détruire l'ennemi par la puissance de feu et la manœuvre. Et j'étais un salaud, sans cœur et impitoyable. Si tu étais parti en guerre contre moi et mes camarades marines, nous vous aurions tous massacrés avec joie, parce que c'est ce pourquoi nous étions formés. Mais on nous a aussi appris que dans la guerre, aussi horrible soit-elle, il doit y avoir des limites. En tant que sous-lieutenant, j'ai été formé au droit de la guerre. Nous ne massacrons pas les gens, nous les tuons. Tu as une arme, tu es mort. Tu représentes une menace, tu es mort. Je ne perdrai pas le sommeil à éliminer toute menace pour l'Amérique, toute menace légitime. J'obéirai à tout ordre légal qui me sera donné pour foncer sur l'ennemi et le tailler en pièces. L'idée que, d'une manière ou d'une autre, l'armée aurait perdu sa capacité à tuer, Hegseth s'accuse lui-même. Dans le même discours qu'il a prononcé devant 800 officiers généraux, il a dit que la norme qu'il voulait, c'était celle de l'O3, c'est-à-dire le grade de capitaine, en 1991. Devine qui était capitaine O3 en 1991? Moi. Je suis la référence. Je suis l'Américain le plus entraîné à tuer qui ait jamais existé. Moi et mes camarades marines, soldats. À cette époque, en 1991, il n'existait pas de combat plus redoutable au monde. Il n'y a jamais eu de force plus remarquable. Nous étions hautement entraînés, un entraînement que vous ne pourriez même pas imaginer aujourd'hui. Nous passions plus de temps sur le terrain. À 29 Palms, dans mon unité d'artillerie de campagne, un bataillon tirait plus de munitions réelles dans des conditions d'entraînement réalistes que l'ensemble du corps des marines n'en tire aujourd'hui. Un seul bataillon d'artillerie en 1985, 1986, 1987, 1988, nous avons tiré plus de munitions d'artillerie en une année d'entraînement que tout le corps des marines cette année. Cela veut dire quelque chose. Et encore une fois, nous n'étions pas simplement assis à envoyer des obus au loin. Nous étions sur le terrain, en mouvement, en train de tirer, de communiquer dans des conditions réalistes, nous préparant à affronter une menace soviétique qui nous surpassait en nombre et en puissance de feu. Nous devions être en mouvement en permanence. Nous devions être malins dans nos tactiques. Nous nous sommes entraînés. Et quand nous avons affronté les Irakiens pendant la guerre du Golfe, nous leur avons mis une raclée. Et les gens disaient quoi? La 4e armée du monde, qui venait de sortir d'une guerre majeure contre l'Iran, et de la gagner, forçant les Iraniens à accepter un accord de paix, que Khamenei, le guide suprême, a décrit comme boire une coupe de poison. La garde républicaine était considérée comme l'une des meilleures forces de combat que le monde ait jamais connues, équipée de matériel russe moderne, très efficace, bien entraînée, bien dirigée, bien motivée. C'étaient des types redoutables, et nous les avons anéantis. Ils n'avaient aucune chance. Personne n'aurait eu la moindre chance contre nous à cette époque. Et donc, cette idée selon laquelle notre armée ne saurait pas tuer, que des experts en casque audio devraient venir leur apprendre à tuer en répétant « tue, tue, tue », quelle stupidité.
Notre armée sait tuer. Elle n'a pas besoin d'être traitée comme une bande d'enfants. Et quand le moment de combattre viendra, nous tuerons. Mais nous ne commettons pas de meurtre. C'est là toute la différence. Voyez-vous, en tant que sous-lieutenant, on m'a montré des vidéos dans mon cours sur le droit de la guerre, notamment à propos de sous-mariniers américains après le torpillage de navires marchands japonais. Il existe des vidéos de cela. Ils sont arrivés, les Japonais étaient dans l'eau, et ils se sont simplement installés là, les ont mitraillés, les ont tous tués, en riant. Les Japonais suppliaient d'être secourus. On les tuait tous. Les Japonais nous l'ont fait. Nous l'avons fait aux Allemands. Les Allemands nous l'ont fait. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, certains sous-mariniers allemands ont été arrêtés, jugés et exécutés pour meurtre. C'était si répandu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre. Parce que tout le monde montre des vidéos, vous savez, d'AC-130, frappant des gens en Afghanistan, en disant « Voyez, c'est le double tas ». Rien de tout cela n'a d'importance. Nous parlons ici de la mer, du domaine maritime. En 1949, les conventions de Genève ont été rédigées pour traiter spécifiquement de cette question. Une fois qu'un navire est touché et que les personnes sont à l'eau, elles sont hors de combat. C'est la prononciation française de ce que nous, les marines, aimons dire. Hors de combat. Tu es hors de la bataille, mon gars. Tu ne peux plus te battre. Tu es dans l'eau. Tu es désormais quelqu'un qu'on ne peut pas attaquer. Il faut te secourir. Tu es une personne protégée. Peu importe, lis donc la foutue loi. Moi, je l'ai lu. Peu importe que tu sois marin dans une marine, marin marchand ou narco-terroriste. Peu importe qu'il s'agisse d'une guerre nationale ou internationale. Peu importe, tu es dans l'eau. Tu es hors de combat. On ne peut pas te tuer. Point final. Réaffirmé en 1967, les protocoles additionnels aux conventions de Genève et adoptés par les États-Unis depuis cette époque dans le cadre du Manuel du droit de la guerre. C'est clair, clair à 100%. Bam, tu frappes un navire, des gens sont à l'eau, tu ne peux pas les toucher. Il n'y a aucune exception à cela. Aucune. Ils ne peuvent pas être attaqués. Et c'est apparemment ce qui s'est passé. Maintenant, nous ne connaissons pas les chronologies exactes. Je veux dire, encore une fois, Hegseth ne se rend pas service parce qu'il dit qu'il était là pour la première frappe, mais qu'il est ensuite parti et que des heures plus tard, une décision a été prise. Cela signifie que ce n'était pas une réaction impulsive. Ce n'est pas, tu vois, l'équipe SEAL 6 là-haut en train de dire « Oh mon Dieu, des gars dans l'eau, regarde, ils pourraient aller chercher une arme, éliminez-les, boum boum, boum ». Cela veut dire que quelqu'un a regardé la vidéo et a dit « Nous allons tuer ces gens ». Mesdames et messieurs, c'est un crime de guerre, un meurtre des plus odieux, pour citer Hamlet. C'est un crime passible de la peine de mort. Voilà où nous en sommes aujourd'hui en Amérique. C'est ironique, parce que vous savez, Hegseth et Trump s'en prennent à ce qu'ils appellent les 6 séditieux, ces 6 parlementaires démocrates qui ont osé suggérer que les officiers militaires ne devraient pas obéir à des ordres illégaux. Ils ont été attaqués pour cela. Comment osez-vous? Mon Dieu, Bradley regrette peut-être de ne pas les avoir écoutés. Je crois que c'était Hegseth en 2016, peut-être en 2019. Il me semble qu'il avait dit la même chose. À l'époque où Barack Obama était président, Hegseth détestait Barry Obama. Il disait alors, « Tu fais bombarder des gens, mon vieux. » Et il a donné une conférence. Il a dit, « Nous ne pouvons pas obéir à ces ordres illégaux donnés par le président des États-Unis. » Eh bien, Pete, tu aurais dû t'écouter, parce que s'il y a une justice dans ce monde, tu devrais être arrêté et jugé, et nous n'appliquons plus la peine de mort au niveau fédéral, mais emprisonné à vie. Maintenant, il obtiendra probablement une grâce présidentielle, parce que Trump, bien sûr, fera probablement cela, et Bradley aussi. Ils ne passeront pas un seul jour en prison. Ils seront graciés.
mais ce sont tout de même des criminels. Et malheureusement, il en va de même pour l'état d'esprit criminel qui existe dans notre armée. Cela doit être purgé. Il faut que ce soit purgé. C'est un problème. Tu sais, le fait est que l'une des choses que Rand Paul a dites dans son commentaire, c'est qu'ils essaient de dire que nous n'étions pas responsables de cela. On dirait qu'ils transfèrent cette responsabilité vers l'amiral. Tu penses que c'est ce qui se passe? Je vois que ça se produit. Mais souvenez-vous, il y a potentiellement deux crimes distincts en jeu ici. L'un est le crime du tuer-les tous. Je pense qu'on pourrait raisonnablement soutenir que l'intention du président et du secrétaire à la guerre était de tous les tuer, et que des ordres, verbaux ou écrits, ont été donnés en ce sens. C'est donc un ordre illégal dès le départ. Ils en sont entachés. Exet a-t-il personnellement ordonné la deuxième frappe? Il n'en avait pas besoin si son ordre était « tuez-les tous ». Je veux dire, nous ne le savons pas. A-t-il, vous savez, dit « boum, faites-les exploser, tuez-les tous, puis quittez la pièce », ou avant qu'ils ne commencent, assurez-vous de tous les tuer. Vous savez, monsieur, il y a 11 hommes sur ce navire. Tuez-les tous. Parce que selon le Washington Post, c'était la compréhension de Bradley qu'ils devaient tous les tuer. Vous savez, le New York Times indique qu'il pourrait y avoir, vous savez, encore une fois, du « il a dit »,« elle a dit ». On ne saura rien tant qu'il n'y aura pas de procès. Et il doit y avoir un procès. Il faut qu'il y ait un procès. Mais vous savez, ils essaient clairement de faire retomber tout cela sur les épaules de Bradley. Et il faut, vous savez, qu'on creuse un peu plus sur ce Bradley, d'accord? Il est peut-être vice-amiral, ou je crois qu'il est amiral aujourd'hui. Un grand ponte. Je crois qu'il dirige maintenant. Il était à l'époque le commandant du Joint Special Operations Command, les gars de la Delta Force et de la SEAL Team 6. Maintenant, je crois qu'il est le commandant du Special Operations Command, l'ensemble de la structure. Mais il fut un temps où il faisait partie de la SEAL Team 6. Et c'est là que le bas blesse. La SEAL Team 6 est une organisation criminelle. Chacun d'entre eux. Ce sont des meurtriers. Ils ont un ethos tout simplement impardonnable. L'équipe rouge canoë des gens, c'est leur truc. Robert O'Neill, tu te souviens de lui? Oh, Rob O'Neill, j'ai tué Oussama Ben Laden. C'est pas lui, c'est un autre SEAL qui l'a tué. O'Neill est arrivé après et l'a canoë. Le canoë, c'est tirer une balle dans la tête de quelqu'un pour fendre le crâne en signe de « nous étions là ». On peut le faire avec une arme ou avec une hache. L'équipe rouge faisait ça. Et chacun d'entre eux, il y a 4, tu sais, escadrons de sabre, ou peu importe comment tu veux les appeler, bleu, or, argent et rouge. Ce sont tous des criminels. Je veux dire, regarde les combats à, comment déjà ils appellent ça, Roberts Ridge, nommé d'après, je suppose, un Navy SEAL qui est tombé d'un avion et s'est fait tuer. L'équipe de SEAL qui était là, le commandant de cette équipe, a ensuite mené une frappe et attaqué une fête de mariage. Ils étaient tellement animés par la vengeance que lorsqu'ils sont passés, il y avait des survivants dans un fossé et il les a assassinés. Il les a abattus, assassinés. Voilà ce que font les SEAL. Ils ont tué des gens en Afghanistan, puis vous savez, ont placé des armes. Ils tuent tout le monde. Ce ne sont pas de bonnes personnes. C'est une éthique corrompue. Et Radcliffe était au centre de tout cela. Donc Radcliffe n'est pas un innocent qui aurait gravi les échelons et se retrouverait soudain dans une situation difficile. C'est un salaud meurtrier qui a tué des gens toute sa carrière. Poursuis-moi, Radcliffe. Voyons ce que révélera l'enquête, d'accord? Passons en revue chacune des opérations auxquelles vous avez participé en tant qu'officier. Examinons les dissimulations auxquelles vous avez pris part. Comment vous avez couvert vos supérieurs et d'autres personnes qui commettaient des crimes et comment vous avez laissé ces crimes passer. Vous savez, il y a un livre, Alpha,
qui explore la mentalité des SEAL. Lisez-le, vous comprendrez exactement ce que je veux dire. Les Navy SEAL, en tant qu'institution, devraient être dissous car ils produisent des officiers comme Radcliffe qui montent ensuite en grade et accepteront, sans poser de questions, un ordre illégal de tous les tuer. Maintenant, pourquoi accepterait-il cela sans hésiter? Parce qu'il a été conditionné à être un meurtrier. Voilà où nous en sommes. L'éthique militaire américaine est malade. Et tu le vois sur les réseaux sociaux, tous ces anciens militaires qui se vantent d'avoir commis des crimes de guerre. Buzz Patterson, tu sais, un connard qui portait la mallette nucléaire de Bill Clinton, pense que ça fait de lui un héros. Il pilotait des C-141. Il est là à parler comme s'il était le chef suprême, tu vois, comme s'il se battait dans les tranchées. C'est un gros tas de merde qui, aujourd'hui, dit en ligne des choses laissant entendre qu'il est acceptable de commettre un crime de guerre, qu'il est acceptable de tuer des gens. Et il est repris par des types comme Robert O'Neill. Maintenant, on sait qu'O'Neill est corrompu parce qu'il a commis un crime de guerre, le canoeing d'Oussama Ben Laden. Mais ça continue encore et encore. Et ce que cela vous montre, c'est que les gens sur les réseaux sociaux, auxquels normalement je ne prêterais pas attention, mais la réaction est tellement massive que cela révèle un problème dans notre armée. Ils ont été conditionnés, après 20 ans de guerre mondiale contre le terrorisme, à commettre des crimes de guerre. Et il semble que cela soit devenu aujourd'hui un état d'esprit acceptable. Cela ne l'a jamais été. Je suis ici pour vous dire, en ce moment même, que ces petits types qui ont combattu dans la guerre mondiale contre le terrorisme, vous avez une petite fusillade ici, une petite fusillade là. Vous savez, la guerre pour laquelle nous nous entraînions dans les années 80, c'était une guerre mondiale, un combat terrestre, à grande échelle. Nous étions préparés à la mort à une échelle que vous ne pourriez même pas commencer à imaginer. Et pourtant, nous n'aurions jamais toléré un meurtre comme celui-ci. Jamais. C'était contraire à tout ce que nous défendions, contraire au serment que nous avions prêté. Pourquoi ces gens d'aujourd'hui ont-ils l'esprit aussi corrompu? Cela me dépasse. Il y a un problème fondamental dans la façon dont nous préparons et formons notre armée aujourd'hui. Tout est devenu politique. Autrefois, nous étions apolitiques. Écoutez, quand j'ai rejoint l'armée en 1969, Jimmy Carter était président des États-Unis. J'étais pas un admirateur de Jimmy Carter, mais il était mon président, il était mon commandant en chef. On obéit aux ordres donnés. Puis Ronald Reagan est devenu président. J'aimais Ronald Reagan, donc j'étais content. George H.W. Bush, nous sommes allés en guerre sous son commandement. Mais ensuite, Bill Clinton est arrivé. Je n'aimais pas du tout Bill Clinton. Peu importe. J'avais un travail à faire, une profession. Je ne laissais pas la politique interférer avec mon devoir. Mais aujourd'hui, grâce à George W. Bush, enfin je pense que Bill Clinton a commencé, on a purgé les personnes jugées non loyales politiquement. Que veut-on dire par loyal politiquement? L'armée n'est pas censée être loyale politiquement. Elle n'est loyale qu'à une seule chose, la Constitution. Et c'est là que réside le problème, car les gens ont cessé d'être loyaux envers la Constitution et ont commencé à l'être envers un politicien, un président, un parti politique. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui, une armée fondamentalement corrompue par la politique intérieure. Cela a eu pour effet d'obscurcir leur jugement sur des questions fondamentales de bien et de mal. Ce n'est pas parce qu'un président dit que c'est acceptable que ça l'est. Il faut que ce soit légal. Et un président ne peut pas simplement dire « tuez-les tous ». C'est un ordre illégal. Oui. Scott, en passant cette année au conflit en Ukraine, nous avons eu Steve Witkoff, accompagné de Jared Kushner, se rendant en Russie pour discuter avec Vladimir Poutine, Ushakov et Kirill Dmitriev. Lavrov n'était pas présent. Il est allé en Chine, si je ne me trompe pas.
Il était, tu sais, en train de parler avec les Chinois, parce que Rubio, après tout, ne fait pas partie de ce genre de discussion. Penses-tu que cette fois-ci, la rencontre a été différente d'une manière ou d'une autre? Parce que maintenant, on voit Kushner faire partie de l'équipe se rendant en Russie. Ils ont parlé pendant environ 5 heures. Quelle est la position? Où allons-nous avec ces nouvelles discussions entre les États-Unis et les Russes? Je pense que, tout d'abord, il est clair que l'Europe est hors jeu. Elle ne compte plus, c'est fini. Et cela signifie qu'il n'y a plus de rôle pour Marco Rubio. Aucun. Son travail consistait à essayer de relier tous ses fils diplomatiques, à assurer une continuité de la politique, etc. C'est terminé. Je pense qu'il y a une reconnaissance du fait que la Russie a gagné cette guerre et que l'Ukraine se voit maintenant dire « Vous pouvez le faire de la manière facile ou de la manière difficile. » La manière facile consiste simplement à accepter que la Russie a gagné et à en finir. La manière difficile, c'est que la Russie va vous tuer tous. Donald Trump a déclaré qu'il ne resterait plus d'Ukraine si vous continuez ainsi. Et cela semble être la position adoptée. Pourquoi? Parce que la politique de Trump, vous savez, il y a une vision stratégique du monde selon laquelle les États-Unis cherchent à se désengager de ces aventures héritées en Europe. L'OTAN, l'aventure de l'OTAN. Nous devons élargir l'OTAN, mais pour cela, il nous faut un ennemi appelé la Russie. Je pense que Trump en a fini avec ça. Au Moyen-Orient, qu'il y parvienne ou non, il veut mettre fin au conflit israélo-palestinien. Je crois qu'il est sincère dans cet objectif. Qu'il puisse réellement y arriver ou non, nous n'en savons rien. Mais il ne veut pas se retrouver pris dans une nouvelle guerre qui dure des décennies, coûte des milliers de milliards, que nous ne gagnons pas et dont nous ne sortons jamais. Il en a assez. Dans le Pacifique, on parle moins de confrontation avec la Chine à propos de Taïwan et davantage de la manière dont nous pourrions entretenir des relations économiques normales avec la Chine. Pourquoi? Parce que les États-Unis se concentrent sur un repli vers la forteresse Amérique, l'hémisphère occidental, la doctrine Monroe 2.0. Et pour cela, vous savez, il y a des choses auxquelles nous devons faire face. Le Venezuela, le Honduras, mettre notre pouce sur la balance là-bas, et d'autres stupidités de ce genre. Mais pour que nous puissions nous concentrer là-dessus, nous ne pouvons pas être empêtrés dans des conflits. Ainsi, l'administration Trump, ou plutôt Trump lui-même, car il semble y avoir beaucoup de voix dissidentes, a décidé que la voie à suivre est littéralement le langage qu'utilisait Vladimir Poutine en décembre 2021, un nouveau cadre de sécurité européen. Si vous lisez ce plan de paix en 28 points, débarrassez-vous des absurdités ukrainiennes que Keith Kellogg et Marco Rubio y ont ajoutées. Concentrez-vous sur l'essentiel. Vous savez, ils parlent de travailler avec la Pologne pour apaiser la situation avec les États baltes. Comment désamorcer les tensions là-bas? Comment créer des sphères d'influence et d'intérêt qui ne débouchent pas sur la guerre? Comment amener l'OTAN à se calmer? Et la Russie dit qu'une fois cela accompli, elle n'a aucun intérêt à faire la guerre. Cela, et ensuite le potentiel d'un engagement économique majeur avec la Russie. La meilleure garantie de sécurité qui puisse exister pour les États-Unis et l'Europe en ce qui concerne la Russie, c'est un engagement économique significatif où les résultats sont mutuellement bénéfiques. Et je pense que c'est la voie que Donald Trump a choisie, ce qui explique la présence de Steve Witkoff. Son principal interlocuteur est Kirill Dmitriev. Kushner est arrivé. Encore une fois, avec une approche plus économique. On a vu où se situait son esprit au Moyen-Orient. Il est là avec Ushakov. Lavrov n'est pas là. Rubio n'est pas là. Parce qu'ils n'essayent pas de résoudre cette guerre. La guerre se résoudra d'elle-même. Elle est en train de se résoudre. Pendant que nous parlons,
les Ukrainiens se font massacrer sur le champ de bataille. Effondrement total de l'armée ukrainienne. L'effondrement qui avait été prédit. Les Russes progressent. Je veux dire, je crois qu'hier, à certains endroits, ils ont avancé de 19 kilomètres, du jamais vu. Effondrement total du front de Zaporizhia. Si la Russie referme ce front, il ne restera plus rien. Nous parlons maintenant de la possibilité pour la Russie de traverser le Dniepr et d'avoir une voie directe à travers Mykolaïv, menaçant Odessa, ce que Poutine vient justement de dire qu'il ferait si l'Ukraine continue d'attaquer leurs navires. C'en est fini pour les Ukrainiens. Ils n'ont plus rien. Les brigades ont la taille d'un bataillon, un bataillon à la taille d'une compagnie et une compagnie à la taille d'une escouade. Je veux dire, au lieu d'avoir 5000 hommes, maintenant, ils vont en avoir 250, et c'est tout. Ils ne peuvent faire venir personne d'autre parce que tout le monde est mort. Il ne reste plus personne. Il ne reste plus rien. Et c'est la réalité. Chaque jour, on voit un peu plus l'effondrement. Il n'y a pas de bonnes nouvelles pour les Ukrainiens. Ce ne sont que de mauvaises nouvelles. Politiquement, Zelensky est à bout de souffle avec ce scandale de corruption. Et il faut se demander, qui a encouragé cela? D'où cela vient-il? Vous savez, des États-Unis. Nous savons que l'Ukraine est corrompue. C'est incroyable de voir des gens dire « Oh, tout cela est bon pour la démocratie ukrainienne ». Voyez, seule une véritable démocratie exposerait la corruption. Tu te moques de moi. T'es perché ou quoi? L'Ukraine est corrompue depuis le tout début et on est jusqu'au cou dans la corruption. C'était tellement grave que Rand Paul, tu te souviens, en 2022 a dit qu'il nous fallait un inspecteur général. On leur a donné tout cet argent. Qui en rend compte? Et le Congrès dit, on ne veut rien savoir, mec. Donne-leur juste l'argent. Pourquoi? Ah, les pots de vin. Oui, les pots de vin. Tout, l'argent, la corruption, tout le système. On était profondément impliqués là-dedans. On le contrôlait, on l'a permis. On savait très bien que Zelensky ne gouverne que grâce à l'argent qu'on lui donne, qu'il utilise pour se créer des clientèles et des structures de pouvoir. La Rada. Les gens ne vont à la Rada, leur parlement, que pour les contrats que Zelensky peut distribuer. Si vous êtes de son côté, vous obtenez un contrat. Et un contrat ne signifie pas que vous faites réellement quelque chose. Cela veut simplement dire que vous recevez de l'argent. Hey, vous avez un contrat. Voici de l'argent. Personne ne vous demandera de compte si vous ne l'avez pas fait. Hey, vous avez obtenu un contrat d'1 milliard de dollars, pour creuser des tranchées et construire des fortifications derrière la ligne de Pokrovsk. Voici votre $1 milliard. Et maintenant, les rues sont percées et les gens demandent « Hey, où sont les tranchées ?» Je n'ai jamais eu le temps de les construire parce que j'étais trop occupé à acheter un collier de diamants à ma maîtresse et à m'offrir une belle Porsche. Et j'ai un condo à Miami. Oh, tu voulais que je creuse une tranchée? Ça ne s'est pas produit. Nous sommes en Ukraine. Et maintenant, ce que nous faisons, c'est que nous les faisons tomber. Nous avons fait tomber Yermak, qui est, si tu connais un peu le fonctionnement de l'armée ukrainienne, tu sais de la politique, tu as le président, puis tu as le bureau de l'administration présidentielle. La plupart des gens pensent que cela signifie que cette personne travaille pour le président. Non, c'est totalement séparé. Il a sa propre petite structure de pouvoir et Yermak met la pression sur Zelensky et tout ça. Eh bien, Yermak est devenu un peu trop important, un peu trop sûr de lui. Terminé, il est dehors. Zelensky attendait cela. Ils ont Zelensky sur un enregistrement audio, apparemment en train de livrer des informations compromettantes. L'Amérique le détient et Zelensky le sait. On lui a dit « On t'a eu. On peut te tuer quand on veut. Si on publie cet enregistrement, tu ne sortiras pas vivant de Bankova. Ils te tueront. Alors tu dois coopérer. » Et en ce moment, c'est un petit chiot perdu. Il parcourt l'Europe, parle aux Européens. Personne ne s'en soucie. Et l'Amérique,
Cette délégation ne s'est pas arrêtée en Europe pour faire le point. Rubio ne va pas au sommet de l'OTAN. Personne ne s'en soucie. C'est fini. L'expérience européenne est terminée. C'est une opération entièrement dirigée par les Américains. Il ne s'agit pas d'obtenir un cessez-le-feu. Il s'agit de façonner les conditions d'une relation post-conflit entre les États-Unis et la Russie. Et c'est exactement ce qui se passe avec Kirill Dmitriev et Steve Witkoff, avec Ushakov et Kushner. Il s'agit de créer l'environnement politique, c'est Kushner et Ushakov, ou la relation économique, Dmitriev et Witkoff. Et Trump a adhéré à cette approche. J'imagine que Trump a décidé que la meilleure façon de surmonter l'opposition politique, c'est simplement de les écarter tous. Keith Kellogg a été renvoyé. Trump s'endort quand Rubio parle de l'Ukraine, parce que cela n'a tout simplement aucune importance. Cela n'a absolument aucune importance. En Europe, personne n'écoute l'Europe. Personne ne s'en soucie. Ils ne sont invités à rien. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est la meilleure option, pour être honnête. Car la seule façon de mettre fin à cette guerre, c'est que la Russie décide qu'elle est terminée. Cela signifie que la Russie doit atteindre tous ses objectifs. Tous ses objectifs. Il semble que Trump dise en ce moment, « Nous n'allons pas mettre d'obstacles significatifs sur votre chemin pour y parvenir. Ce que nous ferons, c'est travailler avec les Ukrainiens et les Européens, dans la mesure où l'Europe veut bien coopérer, pour essayer de leur faire sauter l'étape où l'on meurt et passer directement à celle de la reddition. Mais s'ils ne le veulent pas, vous ne reconnaîtrez bientôt plus le champ de bataille. Je veux dire, on parle ici d'effondrement majeur sur le point de se produire. Scott, tu dis cela depuis un certain temps. Oui, j'ai eu foutrement raison, pile dans le mille. La seule chose sur laquelle je ne me suis pas trompé, c'est le calendrier, parce que je n'en ai pas le contrôle. Mais les mathématiques militaires, dont je parle depuis de nombreuses années, c'est exactement ce qui se passe ici. L'algorithme de, vous savez, la Russie a épuisé les Ukrainiens au point qu'il ne reste plus de capacité militaire pour soutenir ce combat de manière organisée et cohérente. Pendant ce temps, la Russie renforce ses réserves, renforce son armée. Les Ukrainiens disent que les Russes ont une supériorité numérique écrasante partout et qu'ils ne peuvent plus opposer de résistance significative à ce stade. Sur le plan économique, il n'y a plus d'économie ukrainienne. Ils supplient l'Europe de prendre 160 milliards de dollars d'avoirs russes gelés juste pour maintenir le pays à flot. Il n'y a pas d'argent. L'économie ukrainienne ne produit rien. Elle ne peut exister que grâce à la générosité des autres. C'est ironique. La Rada parle maintenant d'adopter un budget. Un budget pourquoi? Normalement, quand on adopte un budget, on commence par se demander combien de recettes fiscales avons-nous? L'Ukraine est tellement corrompue qu'il n'y a plus de recettes fiscales. Tout part dans les poches des gens. Ils ont besoin de 160 milliards de dollars pour ce budget, et cet argent n'existe pas. La Belgique a enfin compris. Peut-être que les États-Unis les ont contactés en disant « Nous ne vous laisserons pas faire cela avec les avoirs, car cela détruirait notre projet à 1000 milliards de dollars. » La Belgique se trouve au centre de ce consortium de ressources, des avoirs appartenant à des États-nations et utilisés pour faciliter le commerce. L'idée, c'est que si les nations déposent cet argent, il est protégé. Il sert à faciliter les échanges. Et si soudainement vous volez les avoirs de la Russie, chaque nation là-bas dira « Eh bien, vous pouvez aussi voler les nôtres. » Que se passera-t-il quand vous n'aimerez pas ce que nous faisons? Allez-vous prendre notre argent et c'en sera fini. Et pour la Belgique, cela entraînerait l'effondrement de son économie, de l'économie européenne et aussi des États-Unis. Nous ne pourrions pas nous en remettre. Donc, poliment, on a dit à l'Europe d'aller se faire voir. Cela n'arrivera tout simplement pas.
À présent, l'économie ukrainienne s'effondre ou s'est déjà effondrée. Leur énergie, la Russie les a mis hors jeu, ils ont tenté un coup, essayé d'attaquer l'infrastructure énergétique russe et ils ont perdu. C'était un pari et ils ont perdu. La Russie aujourd'hui, oui, un peu de serrage de ceinture, mais ça va. L'Ukraine, non. Et maintenant, cela conduit à un effondrement politique, accéléré par cette enquête pour corruption, apparemment menée à la demande des États-Unis. Nous devons faire un peu attention à la manière dont nous procédons, car nous ne sommes pas irréprochables non plus. Mais je pense que ce à quoi nous assistons en ce moment, c'est un effondrement organisé. Et c'est très astucieux. Je veux dire, il faut reconnaître à Trump et à Poutine un certain mérite ici. Parce que ce qui est en train de se faire, c'est que, bien par exemple, aucune des structures politiques existantes ne survivra à cette guerre. Même la Rada, le Parlement ukrainien, sera dissoute et réorganisée d'une manière favorable aux objectifs et aux buts à long terme de la Russie, qui consiste essentiellement à prendre le contrôle politique de l'Ukraine une fois la guerre terminée. Il y aura des élections et la Russie va remporter ces élections. Zaluzhny peut bien rester là à se faire des illusions sur la poursuite de la guerre et l'adhésion à l'OTAN. Cela n'a aucune importance. Il ne compte pas. Il est fini. C'est un bandériste. Il sera tué. C'est la fin de la faction bandériste. Ils vont tous mourir. Et la Russie, en ce moment, a tout un tas de gens qui attendent dans les coulisses pour venir et gagner les élections. Et puis, tu sais, l'autre chose qui est sortie de la réunion de Moscou, concept intéressant, c'est que les différents problèmes de l'Ukraine seront résolus par des référendums et des votes. Eh bien, voter, c'est déjà un référendum. Les Ukrainiens pourraient perdre Odessa et Mykolaïv à travers ces référendums. Tu sais, la Russie sera aux commandes. Et voilà la réalité. L'Ukraine a tout gâché. Ils auraient dû accepter l'accord de Poutine conclu en juin. Ils auraient alors une Ukraine souveraine. Mais Poutine avait prévenu, si vous ne le faites pas, c'est la meilleure offre que vous obtiendrez. C'est la dernière fois que vous l'aurez. Eh bien, qui s'y frotte, s'y pique. Et l'Ukraine, en ce moment, en fait l'amère expérience. Elle s'est frottée aux mauvaises personnes et a perdu cette guerre. Ce sera une victoire décisive de la Russie. Donald Trump est assez intelligent pour comprendre que si l'on veut éviter un enlisement de 10 ans qui ruinerait tout le monde et ne mènerait nulle part, sinon plus près d'une guerre nucléaire, il faut accepter l'inévitabilité d'une victoire russe. Ce qu'il semble avoir fait. Et maintenant, il se prépare à une paix qui permettra aux États-Unis d'en sortir renforcés, tant sur le plan politique qu'économique. L'un des principaux objectifs de l'armée et du gouvernement russe en Ukraine est la démilitarisation de l'Ukraine. Comment voyez-vous la taille de, vous savez, l'armée? La Russie accepterait-elle cela en Ukraine? La Russie l'a déjà dit. Tu te souviens? 50 000 à 60 000. C'est tout. Il n'y en aura pas plus que ça. La même chose qu'à Istanbul, dans cet accord à Istanbul. C'est tout. Il n'y aura rien de plus. La Russie ne l'acceptera pas. L'Ukraine disposait, au début de ce conflit, d'une armée de 260 000 hommes formés par l'OTAN, prête à envahir le Donbass et à massacrer les russophones qui s'y trouvaient. Cela représente 260 000 soldats formés par l'OTAN. Cette armée ne sera pas autorisée à exister. À présent, l'Ukraine se berce de l'illusion d'avoir entre 600 000 et 800 000 soldats. Tout d'abord, elle ne les a pas. Mais même si c'était le cas, la Russie ne le permettrait pas. Aux vainqueurs reviennent les dépouilles. Si vous voulez une armée de 800 000 hommes, vous devez gagner la guerre. L'Ukraine a perdu la guerre. Et nous allons bientôt assister à la désintégration rapide de l'armée ukrainienne. Je veux dire, les désertions atteignent un niveau record, et tu vas voir des unités s'effondrer.
Pour te donner un exemple de ce qui se passe, il y a une ville, le nom commence par un M, je n'arrive pas à le prononcer, Minograd ou quelque chose comme ça. Il y a 2 brigades là-bas, je crois la 25e brigade et la 38e brigade de marine, 2 des forces de combat d'élite de l'Ukraine. Elles sont encerclées. Il devrait y avoir environ 10 000 hommes, mais comme je viens de le dire, ils n'ont plus de force. Chacune de ces brigades est réduite à environ 500 hommes. Cela fait un total de 1000 hommes. Ce sont les meilleures troupes d'Ukraine, et elles veulent qu'on les autorise à percer. Elles pensent que, si elles concentrent leurs forces, elles pourraient s'échapper, et que la plupart d'entre elles pourraient rentrer chez elles vivantes. En ce moment, elles meurent de faim. Elles ne peuvent être ravitaillées que par des drones. Les drones arrivent soit avec le grand Baba Yaga ou autre chose. Ils viennent déposer des vivres, ou bien ils arrivent sur des véhicules sans pilote. Mais les Russes ont un contrôle direct en ligne de mire sur les voies de communication. Ils abattent les drones et font exploser les véhicules sans pilote. Alors ces hommes sont en train de mourir de faim. Aucun blessé n'est évacué. Ils sont laissés à mourir dans les sous-sols. L'une des choses qui est ressortie de Pokrovsk, c'est que les Russes ont fouillé les sous-sols, et ils étaient simplement remplis de morts, parce que l'armée ukrainienne n'avait pas permis l'évacuation des blessés. Ils n'avaient aucun moyen de les faire sortir, alors ils sont morts. C'est ce qui arrive à ces blessés. Si tu es blessé dans ce combat, tu es mort. Tu ne sortiras pas. Les autres disent « il faut nous laisser percer ». Zelensky aurait apparemment déclaré, juste la nuit dernière, « non, restez là, combattez et mourrez ». Voilà. Si tu permets à tes 2 meilleures brigades de combattre et de mourir, comme on le voit actuellement sur le champ de bataille, tout le long du front, de petites poches se forment à mesure que les Russes contournent et commencent à encercler ces unités. Ces unités, vous savez, regardent autour d'elles et se disent « le gouvernement se moque de nous. Pourquoi nous battons-nous? Pourquoi mourons-nous » Et on voit toute l'armée commencer à perdre la volonté de se battre, la volonté de résister. Elle ne croit plus en la cause. Et à mesure que cela se produit, elles commencent à quitter leur position, soit pour sauver leur vie, soit pour déserter, partir pour toujours. Et c'est l'effondrement. C'est ce qui se passe en ce moment. L'armée ukrainienne cessera d'exister en tant que force combattante opérationnelle dans un avenir très proche, d'une taille significative. Et au final, ce qui va se produire, c'est que la démilitarisation aura lieu exactement comme la Russie l'a dicté. La Russie autorisera un petit nombre de personnes. Aucun de tes gars d'Azov, aucun de tes gars de Kraken, aucun de ces vrais croyants de Bandera. Mais tu sais, des soldats territoriaux qui n'ont pas été corrompus, qui n'ont pas reçu de formation de l'OTAN. Je ne pense pas qu'il y aura un rôle pour quiconque ayant reçu une formation de l'OTAN. Peut-être 50 000 à 60 000 personnes, légèrement armées, pour, tu sais, sécuriser la frontière et assurer une autodéfense limitée. Mais l'idée que l'Ukraine ait une armée capable de tenir tête à la Russie, non, ça n'arrivera pas. Et il n'y aura pas d'armée ukrainienne qui deviendra l'armée européenne. C'est ce que Zelensky veut, tu sais, une force mercenaire ukrainienne de 600 000 hommes pour l'Europe. Non, ça non plus, ça n'arrivera pas. C'est la démilitarisation. Et c'est ce qui va se passer. Comment voyez-vous la question de la corruption? Après tout, je pense que la corruption est le facteur clé en Ukraine. Non seulement la corruption elle-même, mais aussi l'autre point mentionné dans ce document en 28 points, l'amnistie accordée à ces criminels de guerre. Ne pensez-vous pas que ces 2 éléments pourraient être utilisés, après tout règlement en Ukraine, pour écarter les ultranationalistes du pouvoir?
Souvenez-vous, ce plan en 28 points n'est pas vraiment un plan en 28 points. C'est du vent. Certains points indiquent une orientation stratégique, mais les autres sont juste là pour dire « nous avons couvert ce sujet ». Je pense que l'amnistie en fait partie. Encore une fois, je crois que cela s'inscrit dans la continuité de ce qui s'est passé en juin dernier, lorsque Vladimir Poutine a déclaré « Nous pouvons accepter le communiqué d'Istanbul mis à jour pour refléter la réalité actuelle ». Cela aurait été un bon accord pour l'Ukraine, mais ils ont refusé. Et maintenant, ils s'enfoncent. Pour instaurer la paix ici, on parle d'amnistie. C'est une sorte d'os à ronger. Quel sera mon avenir? D'accord, la guerre se termine. Bon sang, nous avons fait des choses assez terribles. Ils parlent de démilitarisation, de dénazification, de corruption. L'idée, c'est non, amnistie générale. Vous êtes tous blanchis. Partez. Cet accord ne restera pas longtemps sur la table. Et lorsqu'il disparaîtra, les Ukrainiens corrompus, car souvenez-vous, l'objectif de la Russie en ce moment est la transformation politique de l'Ukraine, cela signifie que les structures traditionnelles de l'élite au pouvoir, comme les oligarques et toutes les familles et relations corrompues, vont être désintégrées. On ne leur permettra pas de rester en place, car c'est de là que vient le pouvoir politique qui devient la Rada. La Rada n'est qu'un outil de corruption. On élit des gens dans un parti politique, ils arrivent et ils se partagent l'économie ukrainienne dans leur propre poche. C'est ce qu'ils font. L'avenir de l'Ukraine ne peut pas être ainsi. La Russie va donc démanteler cela et mettre en place ses propres structures. Que l'on considère ou non que celles-ci soient moins corrompues, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'ils vont devenir, et je ne dis pas que les Russes sont incapables de corruption. Ce que je dis cependant, c'est que tout ce qui existera à l'avenir sera conçu pour créer une structure politique qui renforce la domination russe sur l'Ukraine d'après-guerre. Pour cela, il faut désintégrer les structures actuelles. La Russie ne peut pas le faire si elle accorde l'amnistie à tout le monde. Donc je pense que, vous savez, la Russie le fera. Et la dénazification en est un autre exemple. Les gens doivent comprendre que des crimes horribles ont été commis, non pas par les Russes, mais par les Ukrainiens. Des crimes horribles. Nous ne connaissons pas toute la vérité sur ce qui s'est passé à Koursk. J'en sais un peu, parce que j'en ai parlé. Mais vous savez, ces nazis ukrainiens sont entrés à Koursk et dans ces villages le long de la frontière. Les jeunes ont pu évacuer. Les personnes âgées sont restées sur place et elles ont été massacrées et violées, littéralement taillées en pièces et violées par des nazis ukrainiens. Je ne lance pas ces mots à la légère. C'étaient des gens portant des casques nazis avec l'insigne SS et tout le reste. Les Russes savent qui sont ces individus et ils ne seront pas autorisés à vivre. Je ne justifie pas les crimes de guerre. Je dis simplement qu'ils ne seront pas autorisés à vivre. Vous ne verrez pas ces gens capturés. Et après le conflit, ils ne seront pas autorisés à rester en Ukraine. Ils devront chercher refuge ailleurs. Et je pense qu'ils doivent faire attention. Car une partie de la normalisation de la Russie, et j'y reviendrai dans un instant, consistera pour la Russie à dire « si vous avez un criminel de guerre sous votre juridiction, vous devez le rapatrier en Russie pour qu'il soit jugé. » Donc, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'endroits où ces gens pourront se cacher. La normalisation, vous savez, c'est un aspect clé de tout cela. Les gens disent « eh bien, pourquoi Poutine ne va-t-il pas jusqu'au bout ?» Je veux dire, votre bon ami Gilbert Doctorow, il est un grand partisan de la stratégie de décapitation. Le vieux Gilles connaît la guerre. Non, il ne la connaît pas. Ce n'est pas grave. Il a volé du brandy, du whisky et du vin, un bonhomme. Mais il veut décapiter Kiev. Pourquoi pas? Cela montre que Poutine est faible. Non, cela montre que Poutine est environ 400 fois plus intelligent que Gilbert Doctorow ne le sera jamais. Parce qu'à un moment donné, quand cette guerre prendra fin, on peut mettre fin à la guerre.
Disons que le vieux Jill ait mis la main sur Poutine et que Poutine dise « D'accord, nous allons décapiter, tuer Zelensky. » Cela va vraiment donner envie à l'Europe de faire des affaires avec toi. Donner envie aux États-Unis de faire des affaires avec toi, n'est-ce pas? Et nous allons entrer à Odessa, parce que, bon sang, nous le pouvons. Nous sommes la Russie. Nous allons tout faire, Odessa, Kharkiv, tout prendre. Et l'Europe dira, vous voyez, on vous avait prévenu à propos des Russes. Agressifs. Et il pourrait y avoir la paix. La Russie peut gagner la guerre. Mais que se passera-t-il alors avec les sanctions? Elles ne seront pas levées. Que se passera-t-il avec la reconnaissance de Kherson, Zaporizhia, Luhansk et Donetsk? Elles ne seront pas reconnues. Ce serait un peu comme avec les États baltes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque nous avions la carte de l'Union soviétique, mais que nous disions que la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie n'en faisaient pas partie. Nous ne reconnaissions pas cela. Ainsi, la carte montrerait que la Crimée et les 4 nouveaux oblasts russes ne font pas partie de la Russie. Et cela crée la possibilité d'une guerre sans fin, ce qui est bien sûr la dernière chose que Vladimir Poutine souhaite. Donc, puisque Vladimir Poutine est 400 000 fois plus intelligent que Gilbert Doctorow, il ne va pas opter pour une décapitation. Ce qu'il va chercher à obtenir, c'est le type d'accord de paix qu'il promeut actuellement. Un accord dans lequel l'Occident reconnaîtrait l'autorité légale de la Russie sur les 4 territoires et la Crimée, afin d'éviter des cartes erronées et de lever les sanctions. La Russie aurait alors la possibilité non seulement de récupérer des centaines de milliards de dollars d'actifs saisis, mais aussi de reprendre des activités économiques avec l'Occident, sans être entravée par les sanctions, générant ainsi des milliers de milliards de dollars de bénéfices économiques. Ah, le génie de Vladimir Poutine. Vous savez ce que les gens doivent comprendre en ce moment, c'est que la Russie joue sur le long terme. Et le long terme n'implique pas des moments de satisfaction comme hisser le drapeau sur Odessa. Ils vont obtenir Odessa, mais cela se fera par un référendum. Ils ne vont pas occuper physiquement Odessa, car cela créerait des conditions rendant difficile pour l'Europe et les États-Unis d'accepter la souveraineté russe sur ces territoires. La Russie agit de manière responsable, dans les limites qu'elle s'est fixées. Et ensuite, à mesure que la Russie prend le contrôle politique de l'Ukraine, s'il y a besoin d'un référendum, il y en aura un. Mais que se passerait-il si l'Ukraine, au lieu d'être un État hostile dont la Russie doit arracher des territoires, devenait la 3e sœur, faisant partie de l'État de l'Union avec la Russie et la Biélorussie? Il y a tout un élément en jeu ici. Encore une fois, les ignorants du monde, Gilbert Doctorow parmi eux, n'en ont aucune idée, voyez-vous, car parler de l'État de l'Union signifie qu'il faut réellement aller parler à l'État de l'Union. Et cela fait de vous, d'une certaine manière, un instrument de la Russie, simplement parce que vous discutez avec des gens qui savent ce qu'ils font et qui accomplissent des choses concrètes. Vous ne devenez pas un instrument de la Russie en faisant cela. Non, vous devenez quelqu'un doté de savoir et d'information. Et vous savez, en ce moment, en Russie et en Biélorussie, il y a un effort majeur pour intégrer l'Ukraine comme 3e sœur de l'État de l'Union. C'est l'objectif stratégique de nombreuses personnes en Russie. Je crois que cela inclut Vladimir Poutine, bien que je sois réticent à parler en son nom. C'est une question politiquement sensible, mais c'est la direction que prennent les Russes, avec une vision plus large de la stabilité à long terme et de la résolution des causes profondes du conflit. Si vous intervenez brutalement et tout le reste, tout ce que vous faites, c'est perpétuer les causes profondes du conflit. La Russie veut en finir avec cela. Et Donald Trump semble disposé à faciliter ce processus pour que ce soit vraiment terminé. Quand cette guerre prendra fin, ce sera fini, terminé, achevé.
Vous savez, ce qui est si étonnant à propos de l'Europe, c'est qu'ils parlent du fait que la Russie veut les attaquer. Puis ils disent qu'ils doivent lancer une attaque hybride préventive contre la Russie. C'est la première fois que je vois Vladimir Poutine sortir et dire quelque chose que nous n'avions pas entendu de lui depuis le début de la guerre en Ukraine. Nous avons entendu ce genre de réaction de la part de Medvedev, mais je n'ai jamais entendu Vladimir Poutine répondre de la manière dont il répond aux Européens dans cet extrait vidéo. Il l'a dit une centaine de fois, nous n'avons aucun projet de combattre l'Europe. Mais si l'Europe veut se battre et qu'elle déclenche ce combat, alors nous sommes prêts dès maintenant. Il n'y a aucun doute là-dessus. La seule question est de savoir si l'Europe commencera la guerre, si elle la déclenchera, car c'est pas l'Ukraine. Avec l'Ukraine, nous utilisons des moyens chirurgicaux, nous essayons d'être vraiment prudents, et vous comprenez pourquoi. Ce n'est pas une guerre au sens propre du terme. Mais si l'Europe décide soudainement de commencer une guerre, et si elle en déclenche une, alors très vite, nous pourrions nous retrouver dans une situation où il ne resterait plus personne avec qui négocier. Avez-vous déjà entendu Vladimir Poutine parler de cette manière? Oui, au début, il a posé les bases. Il a dit « Nous allons résoudre cette situation ukrainienne, et si l'OTAN s'en mêle, toutes nos ressources seront disponibles. » Maintenant, 4 ans plus tard, je pense que Poutine en a simplement assez de la stupidité de l'Europe. Je veux dire, à quel point peuvent-ils être stupides? Vous avez entendu cela. Vous savez, Poutine traitait les Européens avec un minimum de respect. Il prenait les appels de Macron et de Merkel, les écoutait et prenait en compte ce qu'ils avaient à dire. Mais maintenant, il suffit de regarder la stupidité de l'Europe. Juste ces absurdités. Comme l'a dit Poutine, je crois plutôt à ce sujet, ils cherchent à nous vaincre stratégiquement. Très bien, vous voulez jouer à ce jeu? Alors d'accord. Et vous savez, ce que la Russie dit en gros, c'est « Vous voulez une guerre avec nous? Il y aura une guerre. » Mais comprenez bien, il ne restera rien quand nous aurons terminé. Rien. Maintenant, que la Russie utilise ou non des armes nucléaires est une autre question. Mais le fait est que la Russie dispose de capacités considérables de frappe conventionnelles stratégiques. Elles ne seront pas guidées avec précision. Elles dévasteront totalement. L'industrie de l'Allemagne cessera d'exister. La France, si elle veut jouer à des jeux stupides, elle gagnera des prix stupides. Même chose pour la Grande-Bretagne. Il n'y a aucune défense dans toute l'Europe. Vous savez, ils se sont dépouillés eux-mêmes et ont tout envoyé en Ukraine, où tout a été détruit par les Russes. Je ne sais pas, avez-vous entendu Rubio l'autre jour? Nous leur donnons des Patriots et quelques jours plus tard, ils sont détruits. Bienvenue dans le monde réel. La Russie a tout compris. Il n'y a plus de défense aérienne en Allemagne. Souvenez-vous de cette usine près de Kazan dont on parlait. Je crois qu'ils évoquaient 500 drones par jour. Je pense qu'ils en sont maintenant à 1000 drones par jour. La Russie en utilise peut-être 400 ou 500 par jour, parfois seulement 200 ou 300, mais elle en produit 1000. Où pensez-vous que ces drones vont? Vous comprenez ce que je viens de dire. Le jour où l'Europe voudra la guerre, le ciel au-dessus de l'Europe sera obscurci par les drones russes et ils feront tout exploser. Les drones Orlan descendront et feront tout exploser. Il existe toute une nouvelle catégorie d'Iskander, l'Iskander S, qui est désormais un missile de portée intermédiaire. Il fera tout exploser avec une ogive conventionnelle. Les indications montrent que les Russes ont peut-être étendu la portée du missile de croisière 9M729, qui respectait à l'origine le traité INF. Mais maintenant qu'il n'y a plus de traité INF, sa portée pourrait soudainement atteindre 1200 km.
ce qui signifie que ces missiles de croisière peuvent frapper des cibles partout en Europe. Il n'y aura pas un seul centimètre carré de l'Europe à l'abri de la puissance écrasante des frappes conventionnelles russes. Et l'Europe n'a aucune défense. Aucune. Zéro. Il n'existe aucune défense en Europe contre tout cela. Et c'est la réalité. Si la France ou l'Angleterre décident de faire quelque chose de stupide, comme utiliser une arme nucléaire, alors toute l'Europe disparaîtrait instantanément. Cela pourrait déclencher une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Peut-être pas. Parce que, vous savez, la question fondamentale à laquelle il faut toujours répondre est, un président américain échangerait-il Boston contre Poznań? Poznań est une ville polonaise. Je la cite au hasard. Je ne dis pas que les Russes ont quoi que ce soit de particulier contre cette ville. Mais la question est la suivante. Si la Russie décidait de frapper une ville polonaise avec une arme nucléaire, les États-Unis seraient-ils prêts à perdre une grande ville américaine en conséquence? Ou bien, comme le président l'a fait remarquer à l'Europe, vous faites cela à vous-même. Vous êtes stupide, ignorant, idiot. Si l'Europe veut se suicider, les États-Unis sont-ils automatiquement obligés de se suicider avec elle? Et je pense que la Russie comprend désormais mieux la position de l'administration actuelle. Il se peut même qu'ils contiennent des réflexions qui n'ont pas encore été discutées publiquement. Mais, vous savez, alors que Joe Biden parlait du devoir sacré de l'article 5, c'est un lien sacré. Eh bien, c'est pas un lien sacré. Si vous voulez vous suicider, suicidez-vous. Mais l'Amérique n'est pas obligée de vous accompagner dans votre pacte suicidaire. Et en ce moment, le chef du comité militaire de l'OTAN parle d'une frappe préventive contre la Russie. D'abord, c'est une plaisanterie. Il ne peut pas y avoir de frappe préventive. Je veux simplement informer les gens pour que nous puissions lancer la première frappe contre l'Irak en 1991. Nous avons dû mettre au point quelque chose appelé le paquet Gorille. Je veux dire, c'est un énorme ensemble d'aéronefs, des centaines d'entre eux. Et tu sais, toute la planification qu'il a fallu et tout le reste. L'OTAN n'a pas ça. Si tu retires l'Amérique de l'équation, nous n'allons pas lancer une frappe préventive contre la Russie. Si tu demandes à l'OTAN d'intervenir soudainement, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent tout simplement pas. Ils en sont physiquement incapables. Les forces aériennes de l'OTAN n'en ont pas la capacité. D'abord, un idiot italien se met à parler. Mais écoute ce qu'il a dit. Nous ne savons pas comment nous pourrions mener cette frappe préventive, parce que nous ne savons pas qui la réaliserait, qui serait autorisé à le faire, ni sur quelle base d'autorité cela se ferait. Il y a tout un tas de problèmes juridiques, ce qui signifie que c'est impossible. C'est impossible, donc c'est stupide. Le cyberespace. Il n'y a que, eh bien, vous savez, dans toute l'Europe, il n'y a qu'une seule superpuissance du cyber, et c'est l'Amérique. Ensuite, il y a un aspirant appelé le GCHQ en Angleterre. Les Néerlandais ont une petite capacité, mais tous les autres, c'est une blague. La Russie les a infiltrés. La Russie les contrôle. Ils ne peuvent pas mener de guerre cybernétique. Si vous retirez les États-Unis, vous retirez la capacité de mener une véritable guerre cybernétique contre la Russie. Donc, ils ne vont pas lancer une frappe préventive de ce genre. Ils parlent, vous savez, de ce genre de guerre hybride. Nous voyons les Britanniques faire cela en ce moment. Les Britanniques s'exercent à la guerre hybride. Qui, selon vous, a mené l'attaque de drones contre les bases russes? Les Ukrainiens? C'était un plan britannique, dirigé par les Britanniques, avec une empreinte ukrainienne. Qui, selon vous, mène ces attaques de drones sous-marins contre la flotte fantôme russe? Les Ukrainiens? Non, c'est le SBS, le Special Boat Service, et le MI6. Les Britanniques font cela depuis le début. Ils mènent déjà des attaques hybrides préventives. Et les Russes le savent. Les Russes le savent. Poutine a parlé parce que je pense qu'il était simplement frustré et en colère à ce sujet.
Je pense qu'il en avait juste assez de la stupidité. C'est comme n'importe qui quand on voit quelqu'un se comporter stupidement. À un moment donné, on craque et on dit « Écoute, je ferai exploser ta maison si tu veux faire ça. » Mais le fait est que l'OTAN ne peut rien faire. Littéralement rien. NATO can do nothing, literally nothing. And the Russians know this, but they're prepared. Et les Russes le savent, mais ils sont préparés. Je demande simplement aux gens de faire le calcul de base. Si vous produisez, disons, 1000 drones par jour et que vous n'en utilisez au maximum que 550, où vont les 450 autres chaque jour? Ils en produisent depuis plusieurs mois maintenant. Comprenez bien, la Russie dispose d'au moins 100 000 drones. Ils peuvent assombrir le ciel de l'Europe quand ils le veulent. Et il n'y a absolument rien que l'Europe puisse faire à ce sujet. Elle n'a aucune défense aérienne. Rien. C'est pourquoi je pense que Poutine est assez confiant. Si vous voulez jouer à ce jeu, la Russie est prête à jouer dès maintenant, a-t-il dit. Remarquez qu'il n'a pas dit « Nous devons nous mobiliser, nous devons faire quoi que ce soit maintenant ». Parce que ce ne sera pas la guerre que vous imaginez. Il va littéralement y avoir 30 000 drones entrant en Europe chaque jour pendant une semaine. Cela fait 210 000 drones. Il n'y a aucune défense. Rien ne va les abattre. Je peux choisir 210 000 points d'impact et rayer l'Europe de la carte. C'est ce genre de stupidité avec laquelle l'OTAN doit composer en ce moment, et le genre de stupidité que les États-Unis évitent simplement. C'est pour cela que nous ne leur parlons pas. De quoi pourrait-on parler? Ce sont des imbéciles. Kaja Kallas. Rien de ce qu'elle dit n'a de sens. Littéralement. Macron. Rien de ce qu'il dit n'a de sens. Rien de ce que dit un Européen n'a de sens. Même le chef du comité militaire n'a pas de sens. Les Européens sont juste là, incohérents, s'enfonçant encore plus dans la stupidité. Et les Russes et les États-Unis disent simplement « ignorez-les ». Et maintenant, comme des enfants gâtés, ils tapent encore plus fort sur la table pour se faire entendre. À un moment donné, l'Europe se réveillera et réalisera qu'elle s'est exclue elle-même, qu'elle n'a plus d'influence, que des choses vont se produire qui auront un impact profond sur l'Europe. Franchement, j'adore ça. Ils sont tellement fiers parce qu'ils ont adopté une loi disant « Nous n'utiliserons jamais le gaz et le pétrole russe ». Bonne chance. Mais vous savez, vous le faites et vous le ferez. Et vous êtes simplement stupide. Vous l'avez toujours été. Et vous le serez toujours. Donc l'Europe s'est simplement annulée elle-même. Ce n'est plus un acteur sérieux. Tu as dit qu'aucune des choses dont Macron parle n'a de sens. Voici ce qu'il a dit à propos de la corruption en Russie, Scott. On n'entend jamais parler de corruption en Russie parce qu'il n'existe aucun organisme indépendant pour l'examiner. Ainsi, lorsque nous soutenons des efforts de guerre, il est important d'être très exigeant et de veiller à ce que les responsables rendent des comptes. La lutte contre la corruption fonctionne parce qu'il y a des enquêtes et des décisions qui sont prises. Mais ce qui est profondément préoccupant, c'est qu'on n'entend jamais parler de corruption en Russie à cause de la manière dont le système a été conçu et maintenu. Je ne sais pas. Poutine a bien arrêté un gouverneur de Koursk pour corruption. Je crois qu'un certain nombre de vice-ministres de la Défense ont été arrêtés pour corruption. Des généraux arrêtés pour corruption. Des vice-gouverneurs arrêtés pour corruption. Je veux dire, les Russes, surtout depuis, vous savez, après la mobilisation de 300 000 personnes, je veux dire, il faut comprendre que ce n'était pas censé l'être, mais que c'est devenu un processus révolutionnaire. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Poutine a dit « mobilisation de 300 000 ». Et tous les systèmes dans lesquels nous avions investi de l'argent, dans les infrastructures, je reçois chaque année des rapports qui disent « voici ce que nous sommes prêts à faire. Exécutons ». Et certains l'ont fait, parce que,
Croyez-moi, tout le monde en Russie n'est pas corrompu. Believe me, not everybody in Russia is corrupt. And many people went, boss, we're already. Et beaucoup de gens disaient, « Chef, nous sommes tous prêts. Nous les avons reçus. Voici leurs uniformes, voici leurs armes. Nous allons les emmener au centre d'entraînement. » Boum. Mais dans d'autres régions, on disait, « Les gars attendent. Il n'y a pas d'uniforme à leur donner. Et les armes qu'on vous donne sont toutes rouillées parce qu'on ne les a pas entretenues. » Et tout ce genre de choses. Pourquoi? Parce que le chef de la commission militaire a pris cet argent, s'est acheté une maîtresse, s'est acheté une maison et tout le reste. Ils sont tous en prison. La Russie est intervenue et a dit « Oups, retirez-les. » Ils sont en prison, ils sont poursuivis. Ça n'a pas été fait en secret, ils ont été arrêtés publiquement, exposés publiquement, dépouillés de leurs médailles, dépouillés de leurs décorations et emprisonnés où ils purgent leur peine. Tu sais, je ne dis pas qu'il n'y a pas de corruption en Russie. Il y en a. Les Russes eux-mêmes l'admettent. Mais l'idée selon laquelle on n'en entend pas parler parce que la Russie n'enquête pas? Non. La Russie enquête sur la corruption d'une manière que tu n'imaginerais pas. Poutine a hérité d'un désastre. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est à quel point la Russie allait mal quand il a pris le pouvoir et le niveau de corruption qui régnait. Je veux dire, la décennie des années 1990. C'était une corruption facilitée par les États-Unis et l'Occident. Cela a été fait délibérément pour dépouiller la Russie de sa richesse. Il y avait ces oligarques qui avaient pratiquement pris le contrôle d'entreprises d'État entières. Et Poutine a compris qu'on ne pouvait pas simplement arriver et faire disparaître tout cela, alors il a passé un accord avec les oligarques. Vous pouvez garder vos bénéfices, mais à partir de maintenant, vous devez payer vos impôts, réinvestir en Russie et faire des choses qui profitent à l'État russe. On ne se contente pas de dépouiller le pays de sa richesse. Nous devons employer des gens, nous devons construire des choses. Et vous savez, un par un, il l'a fait. Et si quelqu'un disait non, comme Mikhail Khodorkovsky qui a dit « Non, je vais te défier politiquement », eh bien, il a été arrêté et inculpé, car chacun d'entre eux était corrompu. Il a donc été facile de montrer à quel point il était corrompu et criminel. Il est allé en prison, puis Poutine l'a libéré parce que les autres oligarques disaient « Allez », ils ne savaient pas vraiment. Ils l'ont laissé partir. Maintenant, Khodorkovsky, il travaille pour le MI6 à Londres, dirigeant des opérations politiques contre les Russes et utilisant ses milliards de dollars pour les financer. Il y a d'autres personnes comme lui aussi. Mais peu à peu, elles sont éliminées. Vous savez, la Russie dépend moins de l'argent des oligarques aujourd'hui. L'un des plus grands cadeaux que l'Occident ait jamais fait à Vladimir Poutine a été la décision de sanctionner les oligarques au début de toute cette affaire, car soudain, ils ne lui servaient plus à rien. Il a dit « Tout votre argent est à l'étranger. Il a été saisi. Tant pis, c'est comme ça. À partir de maintenant, tout, selon les nouvelles lois, doit être réinvesti en Russie. Aucune richesse ne peut quitter la Russie. » Et on voit littéralement un boom se produire. Y a-t-il de la corruption? Bien sûr. Chaque fois qu'il y a autant d'argent en circulation, et la Russie est un grand pays avec une forte dépendance envers les gouvernements locaux, il y a de la corruption. Mais, vous savez, la Russie ne reste pas les bras croisés à la tolérer. Elle est en train d'être éliminée. D'importantes campagnes anticorruption ont lieu dans tout le pays. Donc vous savez, Macron ne sait tout simplement pas de quoi il parle. Il ne sait littéralement pas. Mais personne en Europe ne sait de quoi il parle quand il s'agit de la Russie. Je veux dire, on a commencé avec vous me souhaitant la bienvenue à nouveau ici. Écoutez, en août, j'ai passé 14 jours en Russie. J'y suis retourné 6 jours en octobre, et j'y étais encore récemment pendant 19 jours. Et je parle de m'y plonger jusqu'aux oreilles, d'essayer d'en apprendre davantage sur la Russie.
Tu sais, Gilbert Doctorow aime croire que je vais là-bas et que je suis invité et choyé par RT, le gouvernement russe et de gros généraux à la retraite. Non, Gilbert, tu n'as absolument aucune idée de ce dont tu parles. Je vais là-bas et je travaille avec les Russes. Je parle aux experts, aux gens bien connectés, aux gens dans la rue. Je ne loge pas dans des hôtels 5 étoiles. J'ai en fait séjourné dans un hôtel 3 étoiles très modeste, très agréable, très propre, mais certainement pas le métropole. Tu sais, c'est comme ça qu'on apprend à connaître la Russie. Le bon, le mauvais et le laid. La bonne nouvelle pour la Russie, c'est que la plupart des choses vont bien. La Russie se porte plutôt bien. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des aspects laids. Il y en a toujours. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est que la guerre provoque en Russie des changements qui ne sont pas bons pour elle à long terme. Mais vous savez, c'est la réalité du conflit. C'est pourquoi la Russie veut que cette guerre se termine et qu'elle se termine de manière décisive afin d'éviter une guerre sans fin, pour pouvoir inverser tout cela et remettre la Russie sur la voie d'un fonctionnement complet. Mais on ne peut pas comprendre cela à distance. Je veux dire, même aujourd'hui, je peux m'y plonger grâce à Google Translate, car selon Gilbert Doctorow, je ne parle que 3 mots. Eh bien, Gilbert, Blinvoima, ça en fait 3. Et je viens de te le dire. Tu sais ce que j'ai dit, Gilbert. Je pourrais continuer encore et encore, parce que je connais beaucoup d'argot de soldats. Je connais quelques centaines de mots d'argot militaire pour te dire où aller, Gilbert. Mais je peux aussi m'exprimer poliment en société. Je peux converser en russe. Pas couramment, c'est un peu approximatif, mais je m'en sors. Le fait est que grâce à Google Traduction aujourd'hui, on peut réellement accéder à ces documents en russe et creuser en profondeur. Mais si tu ne sais pas ce que tu cherches, si tu te contentes de lire un document sans comprendre comment le replacer dans sa perspective ou son contexte, cela peut être difficile. En allant en Russie, en parlant avec les économistes, les diplomates, les officiers militaires du grade de général, jusqu'aux échelons inférieurs, on parvient à naviguer parmi ces sources et à commencer à obtenir une vision plus large et plus complète de la complexité de la Russie. C'est un pays très complexe, mais il a sa logique propre. Il existe une logique inhérente à la Russie. Et vous savez, c'est ce que je fais. Je suis un ancien officier du renseignement, donc je ne suis pas journaliste. Je n'aborde pas un problème selon une perspective journalistique. J'aborde cela comme un problème de renseignement, ce qui signifie que je dois avoir une compréhension complète et fondamentale des enjeux afin que toutes les issues puissent être envisagées. C'est ainsi que j'aborde la Russie, du point de vue d'un problème de renseignement. J'élabore un plan de gestion de la collecte. Je ne les espionne pas, mais je connais les ressources dont je dispose et je les utilise pour recueillir des données. Ensuite, j'évalue ces données. Je formule une thèse et je la teste. Je modifie les exigences de collecte jusqu'à ce que j'ai suffisamment d'informations pour me sentir à l'aise de formuler une évaluation sur la Russie. Ai-je raison? Parfois, souvent. Ai-je tort? Bien sûr. Mais la beauté d'avoir tort, c'est que lorsque vous... Eh bien, voyez-vous, en tant que journaliste, quand vous vous trompez, vous essayez de dire « Eh bien, on nous a menti, on nous a mal informés ». En tant qu'officier du renseignement, vous dites « Je me suis trompé. Pourquoi me suis-je trompé? Ai-je besoin de sources d'informations différentes? N'ai-je pas compris les informations dont je disposais ?» Et vous travaillez sur le problème jusqu'à ce que vous trouviez la bonne réponse. Mon travail, c'est d'avoir raison. Mon travail, c'est de connaître la vérité sur la Russie. Et c'est pourquoi je peux dire sans hésiter que lorsque j'entends Macron parler, je me dis qu'il n'a aucune idée de ce dont il parle. Absolument aucune. Jusqu'à présent, tout le monde en Europe, il ne parle pas de la Russie avec connaissance de cause.
Et ce n'est que maintenant, je veux dire, quand on voit Steve Witkoff commencer à parler de la Russie, vous savez, ce n'est pas un spécialiste de la région russe, mais il a une compréhension plus profonde de la Russie, parce qu'il a en réalité ces conversations approfondies avec Kirill Dmitriev. Il en sait plus sur la Russie que tous les soi-disant experts russes qui peuplent Stanford, Georgetown, Harvard ou qui vivent en Belgique. Vous savez, tous ces gens qui parlent la langue couramment, cette belle langue. Je veux dire, mon Dieu, ils peuvent commander un excellent vin parce qu'ils parlent magnifiquement le russe. Mais ils n'ont pas la moindre idée de la réalité de la Russie, parce qu'ils se sont éloignés de cette réalité. L'autre jour, Scott, nous parlions avec Larry Johnson et Paul Craig Roberts de la manière dont la Russie aurait pu gérer la situation en Ukraine différemment. Nous avions deux idées différentes de la part de Larry. Larry a dit, comme Poutine vient de le mentionner dans la vidéo que je t'ai montrée, que le cas de l'Ukraine est totalement différent de celui de l'Europe. Si nous nous opposons à l'Europe, ce sera une situation complètement différente. Mais le point que Paul soulevait était, pourquoi la Russie n'est-elle pas intervenue en 2014? Tu as mentionné que lorsque Poutine est arrivé au pouvoir en 2000, la Russie était dans un chaos total. Le pays se désintégrait à cette époque et il y avait un conflit interne en Tchétchénie que le gouvernement a dû gérer jusqu'en 2010 environ. Cela montre à quel point la situation était difficile. Il était pratiquement impossible pour la Russie d'intervenir en Ukraine en 2014. Quelle est ta compréhension de cela? Vous savez, l'armée russe était fondamentalement brisée lorsque Poutine est arrivé au pouvoir. Ils ont mené une guerre en Tchétchénie, mais c'était une guerre de sang et de tripes. Je veux dire, il n'y avait aucune sophistication. C'était laid, c'était sanglant. Et c'est à ce moment-là que les Russes ont commencé à passer de cette armée de conscrits qu'ils avaient héritée à ce qu'ils appellent des soldats sous contrat. Mais le nombre de soldats professionnels était très limité, et ils étaient tous en quelque sorte concentrés en Tchétchénie, parce qu'on ne peut pas mener ce genre de guerre avec des conscrits. Les conscrits ne veulent pas mourir. Il faut des types endurcis qui prennent l'argent. Mais ces gars-là n'avaient pas reçu de formation. Leur manière de se battre, ils l'avaient apprise à la dure en affrontant les Tchétchènes. Et c'était brutal, c'était laid. Il n'y avait aucune loi de la guerre, c'était simplement tuer. Et ils ont fini par l'emporter. Ils ont réussi à négocier la paix avec les Tchétchènes. Akhmat Kadyrov et Vladimir Poutine ont été très efficaces à cet égard. L'histoire de la Tchétchénie est l'un des grands succès que l'Occident ne connaîtra ni ne comprendra jamais, parce que nous la tournons en dérision. Nous n'en avons pas la moindre idée. Allez à Grozny, vous verrez une ville renaître. Allez dans la campagne, parlez aux Tchétchènes. Ils sont pleinement investis dans leur identité tchétchène et tout autant dans leur appartenance à la Fédération de Russie. Ce sont des citoyens russes. C'est en quelque sorte un miracle que les gens ne comprennent pas. Mais l'armée était fauchée. Fauchée parce que, encore une fois, les compétences acquises en menant cette guerre brutale ne sont pas transférables. Ainsi, même si la guerre de Tchétchénie s'est terminée, l'armée russe conservait encore un système de recrutement, de formation et d'organisation hérité de l'époque soviétique. Et cela s'est manifesté en 2008, lors de la courte guerre avec la République de Géorgie. Et souvenez-vous, la Russie n'a pas commencé cette guerre. Elle a débuté lorsque Saakachvili a envoyé plusieurs brigades de force formées par les États-Unis et l'OTAN et a attaqué la garnison russe de maintien de la paix pendant leur sommeil, tuant plusieurs Russes. Alors, les Russes ont mobilisé leurs ressources militaires en Ossétie du Nord et ils sont descendus par le tunnel de Rocky jusqu'en Ossétie du Sud, où ils ont combattu les Géorgiens. Et ils ont gagné
par la force du nombre. Mais si l'on regarde les rapports, c'est plutôt intéressant d'être un marine américain, car les marines avaient formé plusieurs de ces brigades aux tactiques de petites unités. Et ces gars savaient tirer, se déplacer et communiquer. Les Russes disaient que, tactiquement, ces Géorgiens, leur infanterie légère, était impressionnant. Ils se déplaçaient de manière tactique, d'une façon que les Russes ne pouvaient pas égaler. Alors ils se sont simplement repliés et les ont pilonnés à l'artillerie. Et c'en était fini. Mais ils ont été très impressionnés par la compétence tactique des forces géorgiennes et aussi par leur capacité à communiquer. Les Géorgiens communiquaient plus efficacement que les Russes. La réaction russe était très lourde, laborieuse. Et à ce moment-là, il y a eu une prise de conscience dans les cercles russes que si la Russie s'était mesurée à une force formée par l'OTAN, l'armée russe n'aurait peut-être pas très bien réussi, car ces Géorgiens pouvaient opérer tactiquement selon les normes de l'OTAN et surpasser leurs homologues russes. C'est alors que les Russes ont commencé à repenser entièrement leur manière de diriger l'armée et ont commencé à aller de l'avant dans cette direction. En 2014, ils avaient fait quelques progrès, mais pas suffisamment. Vous savez, il faut beaucoup pour démanteler son armée et tout recommencer à zéro. Donc, en 2014, les Russes ont pu utiliser certaines forces spéciales très compétentes. Mais l'idée qu'ils allaient déferler avec une armée conventionnelle massive, non, ils n'étaient pas encore prêts pour cela. C'est donc l'une des raisons. Deuxièmement, il y avait toute une question juridique. Je veux dire, Poutine n'était tout simplement pas enclin à prendre le contrôle de l'Ukraine. Ils se sont sentis obligés d'agir en Crimée parce que les nationalistes ukrainiens ont tenté un coup de force à Sébastopol, ont envoyé un train rempli de ces banderas là-bas, et les Russes ont dit « ça n'arrivera pas ». Il y a donc eu un mouvement populaire à l'intérieur de la Crimée, à Sébastopol, soutenu par les forces spéciales russes, les petits hommes verts qui sont arrivés et ont pris le contrôle des communications. Et la Crimée est devenue russe. Il a réglé ce problème d'emblée. C'était plus difficile à Donetsk et à Lugansk. Il y avait là quelques problèmes juridiques. On a tendance à oublier que Sébastopol était un district fédéral au sein de la Russie. Il était régi par la loi russe et tout un ensemble d'autres dispositions. La Crimée constituait donc un cas particulier. Donetsk et Lugansk étaient purement ukrainiens. Alors, comment faire apparaître les petits hommes verts? C'est là qu'est intervenu Wagner. Utkin, indicatif Wagner. C'était un membre des forces spéciales du GRU et il a créé des équipes paramilitaires. Il les a organisés et ils sont entrés pour commencer à aider à renforcer les capacités militaires sur place. Mais ce n'était pas une force conventionnelle. En 2014, lorsque les Russes ont effectivement déployé leurs troupes, ils ont amené des chars. J'ai oublié le numéro de la brigade, la 9e ou la 5e, quelque chose comme ça. Mais ils les ont amenés. Il y a eu cette grande bataille à Debaltsev ou quelque chose de ce genre, où l'armée ukrainienne a été encerclée par les Russes. Ils allaient tous les tuer. Et c'est à ce moment-là que Merkel a supplié Poutine d'épargner l'armée ukrainienne. C'est alors que les accords de Minsk ont vu le jour, et Poutine a accepté, car il ne cherchait pas à prendre le contrôle de l'Ukraine. Il voulait simplement que les droits des Russes soient respectés. Mais à ce moment-là, l'armée russe n'était toujours pas à la hauteur. Les Russes ne l'étaient même pas encore en 2022. Ils disposaient de certaines capacités, mais ce que nous avons vu, eh bien, j'ai eu une interview fascinante avec un type qui avait combattu à Donetsk. Laisse-moi juste vérifier l'heure. D'accord, il nous reste environ 10 minutes. Bref, il avait combattu dans l'armée de la République populaire de Donetsk depuis 2014. Donc, en 2022, quand la guerre a commencé, il a appelé ses camarades de la RPD, car c'était encore une nation indépendante.
Il a dit, regardez, voilà les gros bras, ils vont nous montrer quelque chose. Et il a regardé l'armée russe arriver. They're going to teach us something. And he watched the Russian army roll in, and then he saw the Russians go forward, and he went, Et puis il a vu les Russes avancer, et il a dit, ne faites pas ça, ne faites pas ça. and he said, Et il a ajouté, ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils n'avaient jamais mené de guerre. C'était une armée en temps de paix. Et ils y allaient, tandis que les Ukrainiens qui combattaient depuis 2014 savaient 2 ou 3 choses. Ils les éliminaient, leur tendaient des embuscades, et les Russes ont dû apprendre. Mais le fait est que l'armée russe est l'une des plus rapides au monde à s'adapter aux leçons tirées. Ils ont une tresse, eh bien c'est l'avantage de la restructuration de l'armée. Vous savez, souvenez-vous, ils ont massivement réformé l'armée. remember, massively reforming the military. What happens is you create these Ce qui se passe, c'est que vous créez ces institutions d'enseignement supérieur, l'éducation supérieure, ces académies à tous les niveaux, et vous y faites tourner les gens. La doctrine est élaborée, puis renvoyée sur les terrains d'entraînement où l'on commence à former en fonction des leçons tirées. En temps de paix, le processus d'apprentissage des leçons s'étale sur une certaine période. En temps de guerre, il est instantané. Les chars italiens sont sortis et se sont fait prendre en embuscade. Que s'est-il passé? Ils ont échoué. Il leur fallait ceci, cela et autre chose encore. Très bien, on fait venir les survivants, on les interroge, on réfléchit, on échange des idées, on met à jour la doctrine, on forme, et 8 semaines plus tard, on a un nouveau changement doctrinal. Comment pensez-vous que les Russes ont remporté la contre-offensive de l'été 2023? Comment ont-ils battu les Ukrainiens, qui avaient passé tout l'automne et l'hiver à s'entraîner à Grafenwöhr sous l'observation et le contrôle des États-Unis et de l'OTAN? Comment les Russes ont-ils gagné? Parce qu'ils avaient un général russe nommé Romanchuk, qui appartenait à la 58e armée venant du sud. Ils l'ont retiré de son poste de combat, l'ont envoyé à l'académie de l'état-major général et lui ont dit « Votre mission est de réécrire la doctrine défensive russe. » Et il l'a fait, il a tiré toutes les leçons, l'a réécrite. Puis on lui a dit « Non, prenez cette doctrine, allez à l'endroit où Zaloujny a dit qu'il allait attaquer et mettez-la en œuvre. » Et Romanchuk est arrivé et a construit des défenses doctrinales qui ont écrasé les forces ukrainiennes formées par l'OTAN. Ils n'ont pas avancé. Ils ont été massacrés, anéantis. Voilà comment sont les Russes. L'armée russe d'aujourd'hui est d'une précision remarquable. Ce concept de tactique de chair à canon, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Les Russes ne font pas ça. Quand je me suis entraîné, nous avions des équipes de tir, des sections, des pelotons et des compagnies. Les Russes parlent de groupes de 3, de 6 et de 9. Vous partez avec une équipe d'assaut de 3 hommes, 3 autres sont là pour vous soutenir, 9 viennent ensuite pour consolider, puis vous avancez. L'époque des assauts en vagues humaines est révolue. La guerre par drone ne le permet plus. Les Russes commandent et contrôlent aujourd'hui les communications. Ils les maîtrisent totalement. Ils contrôlent une équipe d'assaut de 3 hommes, ont quelques drones au-dessus d'eux, ils leur parlent. Soldats ukrainiens sur ta gauche. D'accord, regarde le monticule. Stop, stop, stop. Ok, ne regarde pas. Tourne, tire, boum, tue-le. D'accord, arrête. Lance une grenade par-dessus cette colline. Boum. Non, tu ne l'as pas eu. Replie-toi, boum, 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 boum. Ils dirigent ces types depuis le ciel, boum. Puis ils disent, attends. Ils font venir une équipe de soutien avec leurs drones de combat et bam, 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 ils frappent avec un drone. Pendant ce temps, d'autres unités de drones neutralisent la capacité des Ukrainiens à riposter à 20 km de là. Guerre électronique. Tout est une guerre de drones aujourd'hui. Rien ne se fait sans drone. Et les Russes le font mieux. J'ai parlé à un commandant de drone. J'ai demandé, qui est le meilleur dans ce domaine, les Ukrainiens ou les Russes? Il a répondu, globalement, les Ukrainiens ont encore un avantage.
Ils sont très bons dans ce domaine. C'est quelque chose à entendre de la part d'un commandant de drone russe. Les Ukrainiens sont très bons dans ce domaine. Mais il a ensuite ajouté, « Nous avons tout appris, et maintenant nous pouvons les égaler dans la plupart des applications tactiques. Mais nous pouvons les submerger. Le problème des Ukrainiens, c'est qu'ils sont bons, mais ils ne peuvent pas tenir la durée. Ainsi, les Ukrainiens peuvent intervenir et déployer leur mur de drones pendant un certain temps. Mais ensuite, les Russes arrivent et le démantèlent. Ils sont devenus très efficaces pour neutraliser le commandement et le contrôle ukrainien. Ils identifient qui opère, puis ils les tuent. Les missiles Iskander étaient autrefois des ressources précieusement conservées. On visait un poste de commandement, peut-être un site logistique. Aujourd'hui, s'il y a une équipe ukrainienne de drones de 5 hommes, bam, elle est frappée instantanément. Instantanément, sans attente, sans rien. Ils les font simplement exploser, tuant tout le monde. Le métier le plus dangereux pour les Ukrainiens aujourd'hui, c'est dans leurs unités de guerre par drone. Ils se font littéralement massacrer. Les Russes dominent le champ de bataille, et c'est grâce à leur capacité d'adaptation. Donc, oui, l'armée russe d'aujourd'hui est imbattable. Il n'existe pas d'armée capable de la vaincre. Merci beaucoup, Scott, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir de parler avec vous. D'accord, merci beaucoup. Passez une excellente journée. Have a great day, Scott. Bye-bye. Passe une excellente journée, Scott.